Je suis le professeur Bazi. Je suis chargé de présenter le cours suivant intitulé « Les troubles dépressifs » prévu pour le 27 janvier 2021. Quels sont les objectifs pédagogiques de notre cours? Décrire les signes cliniques d'épisodes dépressifs caractérisés, distinguer les divers types de troubles dépressifs majeurs, épisodes isolés, épisodes récurrents, troubles dépressifs persistants ou dysthymie, troubles disruptifs avec dysrégulation émotionnelle, troubles dysphoriques prémenstruels. Puis, identifier les comorbidités psychiatriques et somatiques associées aux troubles dépressifs. Et finalement, citer les principes directeurs de prise en charge des troubles dépressifs. Diapo numéro 2. Nous allons suivre le plan suivant. 1. Introduction. 2. Définition et intérêt de la question. 3. Épidémiologie. 4. Clinique. 5. Forme clinique. 6. Diagnostic différentiel. 7. Comorbidité et complications. 8. Évolution. 9. Prise en charge. Et on termine bien sûr par une conclusion. Introduction. Les troubles dépressifs, plus communément désignés sous le terme générique dépression, sont des pathologies fréquentes. C'est la première cause d'incapacité dans le monde et contribue fortement à la charge mondiale de la maladie. OMS 2020. Longtemps considérée comme une maladie aiguë épisodique, la dépression est aujourd'hui reconnue comme étant une pathologie d'évolution chronique associée à une morbimortalité conséquente. Les causes de cette maladie ne sont pas totalement identifiées. La fréquence des pathologies associées et l'hétérogénéité de sa présentation clinique en font un trouble sous-diagnostiqué. Diapo numéro 4. Grande définition. La dépression fait partie des troubles thymiques ou des troubles d'humeur. L'humeur telle qu'elle est définie par John Delay est la disposition affective de base qui donne à chacun de nos états d'âme une tonalité agréable ou désagréable, oscillant entre les deux pôles extrêmes du plaisir ou de la douleur. Les termes de troubles dépressifs ou de dépression sont indifféremment utilisés pour rendre compte d'une entité clinique hétérogène. Ainsi, elle désigne à la fois l'épisode, mais également la maladie, dans ses différentes modalités évolutives. Les symptômes cardinaux de la dépression sont une humeur dépressive ou une perte d'intérêt et de plaisir pour les activités habituellement plaisantes lorsque ces symptômes s'accompagnent d'un cortège d'autres manifestations neurovégétatives, cognitives et psychomotrices. On parle alors de syndrome dépressif. L'épisode dépressif est caractérisé au majeur lorsque l'ensemble de ces symptômes est présent de manière quotidienne sur une grande partie de la journée depuis au moins 2 semaines et sont responsables d'un changement net du fonctionnement du sujet. Diapo numéro 5. Les formes les plus communes des troubles dépressifs sont représentées par le trouble dépressif caractérisé, qui peut être isolé ou récurrent, et le trouble dépressif persistant, qui correspond à la dépression chronique, ou dysthymie dans sa forme atténuée. Les autres troubles dépressifs correspondent aux troubles disruptifs avec dysrégulation émotionnelle, réservés à l'enfant entre 6 et 18 ans, et aux troubles dysphoriques prémenstruels. Dans un souci de clarification de l'exposé du cours,
Nous signalons que le terme de dépression est employé pour évoquer le trouble dépressif caractérisé dans ses différentes modalités évolutives, c'est-à-dire l'épisode isolé, le trouble récurrent chronique. Enfin, bien que le trouble bipolaire ne constitue pas le sujet de notre cours, rappelons que la dépression est une manifestation de ce trouble et qu'elle peut en constituer la présentation prédominante. Diapo numéro 6. Intérêt de la question. Par leur fréquence et le poids de leurs conséquences pour le patient et son entourage, les maladies dépressives sont désormais considérées comme un problème majeur de santé publique. C'est la maladie du siècle. C'est une affection grave car le suicide représente le risque létal majeur. Aussi, elle pose un problème diagnostique. Il existe certaines dépressions appelées dépressions masquées, problèmes nosographiques et problèmes thérapeutiques. Diapo numéro 7. Grand 3, épidémiologie. La dépression est une affection très fréquente. La dépression est un trouble mental courant qui touche plus de 350 millions de personnes de tous âges dans le monde. Parmi eux, seul un quart bénéficierait d'un traitement adapté, selon l'OMS. La dépression est la première cause d'incapacité dans le monde et contribue fortement à la charge mondiale de la maladie. Les femmes sont plus atteintes que les hommes. Les situations d'isolement, d'abandon, ainsi que les stress psychosociaux, deuil, les ruptures, pertes, séparations, constituent des facteurs déclenchants et favorisants majeurs. La dépression représente 30 à 35% de causes de suicide. Diapo numéro 8. Grand 4. Clinique. L'examen clinique est l'étape essentielle du diagnostic de troubles dépressifs. Un épisode dépressif est caractérisé par une symptomatologie manifeste, remarquablement en rupture avec l'état antérieur du sujet, avec un début parfois très brutal en quelques heures, ou plus progressif en quelques semaines, voire mois. Troubles de sommeil, anxiété, irritabilité sont parmi les symptômes prodromiques les plus souvent retrouvés. La durée minimale nécessairement arbitraire, généralement retenue pour faire diagnostic d'épisode dépressif, est de 2 semaines. L'épisode dépressif a un caractère syndromique, intéressant les domaines affectifs, cognitifs, comportementaux et somatiques. Regroupés dans un but didactique en une triade dont nous décrirons les principaux symptômes. Diapo numéro 9. Numéro 1. L'humeur dépressive, faite de tristesse morbide, envahissant toute la vie du patient. Petit a, une vision pessimiste de soi et du monde, faite surtout de sentiments d'insatisfaction et d'autodévalorisation, des idées d'incurabilité, d'indignité et de culpabilité, disparition de sentiments de joie et de plaisir, entre parenthèses anédonie, ou le dégoût de la vie. Le patient a perdu tout espoir, n'envisage aucun futur. La douleur morale est une tristesse intense, constante et indépendante des événements extérieurs, et elle est constituée par la rumination douloureuse de ce vécu morbide, où le sujet ne cesse de penser continuellement à cette vie où il ne valent rien, qui est pour lui sans avenir, sans autre espoir que la mort. Petit b, indifférence et émoussement affectif. L'humeur dépressive s'associe souvent à l'émoussement affectif ou à un degré supérieur à l'anesthésie affective. Dans l'anesthésie affective, le sujet n'éprouve plus aucun plaisir, désir, joie, amour, vis-à-vis de ses proches et dans toutes les activités ou les situations antérieurement agréables.
Dans les cas extrêmes, l'anesthésie affective est totale. Le sujet ne ressent plus aucun affect et n'exprime plus rien, ni amour, ni haine. Petit c, instabilité des affects. Le sujet présente des crises de larmes soudaines déclenchées par les départs, la solitude ou les tâches à accomplir. Il devient brutalement irritable, impulsif, intolérant, voire hostile à son entourage. Idéation suicidaire. Les idées suicidaires apparaissent comme le moyen de mettre un terme à la souffrance inexorable. Le suicide est à craindre à tout moment de l'évolution d'un relâchement de l'attention de l'entourage. Ces idées peuvent demeurer vagues et lointaines, ingénieux et méditées depuis longtemps, ou l'inverse, être impulsif se forme de raptus. Parfois, le suicide est altruiste et familial. Le suicide peut prendre l'aspect d'un équivalent suicidaire par refus alimentaire complet ou un refus de traitement. De même, certaines conduites à risque, automobile, alcool, toxique, ont la même signification suicidaire. Le patient peut néanmoins dissimuler au thérapeute l'existence de ces idées suicidaires et masquer son auto-agressivité derrière un sourire rassurant. Diapo numéro 10. 2. Le ralentissement inhibition psychomotrice se traduit par un ralentissement psychique et moteur et par une fatigue intense. Petit a, ralentissement psychique. Le patient se plaint de ne plus avoir d'idées claires, mais appauvries, laborieuses, lenteur d'idéation, voire les idées sont absentes. Le discours est pauvre, avec augmentation du temps de latence des réponses, des troubles de l'attention, de la concentration, de la mémoire du travail dans ses activités professionnelles de loisirs, par exemple la lecture. Une indécision du sujet face aux tâches de la vie quotidienne est importante et peut aller jusqu'à l'abolie, qui est l'inhibition à agir. Chez le sujet déprimé, il y a une modification du rapport avec le temps. Le sujet a l'impression que le temps s'écoule lentement. Petit b, ralentissement et activité motrice. Se manifeste par une lenteur de la marche, les gestes sont ralentis. Le patient est inhibé, manque de souplesse, les mouvements sont lents et rares. La mimique est figée, regard fixe, faciès immobile, les commissures labiales tombantes, front creusé, des rides profondes, réalisant le classique oméga mélancolique. Le débit verbal est ralenti, la tonalité de la voix est basse et peut atteindre un degré extrême jusqu'au mutisme. La fatigue est importante, il ne cède pas au repos, représente plus de 90%. Cette asthénie retentit sur les gestes de la vie quotidienne, manger, faire sa toilette, s'habiller, peut mener à l'incurie. Comme on peut trouver chez le dépressif une agitation dans ce cas. Dans ce cas, le risque suicidaire est élevé. Diapo numéro 11. 3. Syndrome somatique. Grand A, trouble des conduites instinctuelles, trouble du sommeil, existe dans plus de 70% des dépressions. L'insomnie sous toutes ses formes peut prédominer lors de l'endormissement, occasionner de nombreux réveils nocturnes. Lorsqu'elle est matinale, l'insomnie a une grande valeur diagnostique. Plus souvent, l'insomnie est mixte avec une somnolence diurne, hypersomnie. L'anorexie, présente dans 80-90% des dépressions. Elle s'associe à l'amérissement dans 60% des dépressions et souvent à une constipation. Le refus alimentaire, lorsqu'il est complet, est considéré comme un équivalent suicidaire et impose l'hospitalisation en urgence. La baisse du désir sexuel, éviction, ennui ou dégoût vis-à-vis des rapports sexuels, impuissance, frigidité, la diminution de la libido se trouve dans plus de 60% des cas. Elle contribue à renforcer le sentiment de dévalorisation et de culpabilité. Grand B, les symptômes somatiques. Dans 40% des cas,
les dépressions retrouvent des céphalées, l'amaigrissement, conséquence de l'anorexie, la constipation et les palpitations. D'autres symptômes moins fréquents sont aussi observés. Sécheresse de la bouche, bouffée de chaleur, douleur abdominale, musculaire, tremblement, hypotension artérielle, nausées, vertiges, les dyspnées, les dysuries, les paresthésies. L'anxiété accompagne souvent la dépression. Les troubles du caractère, le patient peut devenir irritable, hostile, violent, impulsif et intolérant vis-à-vis de son entourage. Diapo numéro 12. Les critères diagnostiques catégoriels. Les critères diagnostiques sont fournis par les classifications internationales qui sont le Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders, DSM, disponible dans sa 5e version, élaboré par l'Association des psychiatres américains, et la classification internationale des maladies, la 10e classification, CIM-10, développée par l'OMS. L'utilisation de ces critères initialement destinés à l'usage de la recherche s'est progressivement étendue à la pratique clinique. S'ils ne permettent pas d'appréhender l'ensemble des troubles dans leur complexité clinique, ils ont néanmoins l'intérêt de fournir un ensemble de critères consensuels sur lesquels s'appuyer. À titre d'exemple, les critères diagnostiques DSM-5 du trouble dépressif sont résumés dans l'annexe. Diapo numéro 13. Dans cette diapo-là, nous avons un tableau qui résume les critères diagnostiques DSM-5 des troubles dépressifs. On va s'intéresser seulement aux troubles dépressifs caractérisés. Parce que l'étudiant doit être capable de l'identifier, le trouble dépressif caractérisé. Pour retenir ce diagnostic, il faut au moins 5 symptômes parmi la liste des symptômes énumérés. Au moins 5 symptômes. Parmi ces 5 symptômes, au moins une humeur dépressive, soit une perte d'intérêt. D'accord? Donc, pour retenir le diagnostic d'un trouble dépressif caractérisé, il nous faut au moins 5 symptômes. Parmi ces 5 symptômes, soit une humeur dépressive, soit la présence d'une anédonie de perte de plaisir. Diapo numéro 14. Grand 5, forme clinique. Les classifications contemporaines distinguent les dépressions selon leur répétition, épisodes dépressifs uniques, les troubles dépressifs récurrents, leur durée, troubles dépressifs persistants en cas de durée supérieure à 2 ans, l'épisode, incluant également la dysthymie ou l'humeur dépressive s'accompagne de quelques symptômes insuffisants pour faire le diagnostic ou pour porter le diagnostic d'épisodes dépressifs caractérisés. Diapo numéro 15. La dernière version du DSM-5 distingue donc des spécifications cliniques de l'épisode dépressif. L'épisode dépressif avec détresse anxieuse ou la symptomatologie anxieuse est devant du tableau. L'épisode dépressif avec caractéristiques mixtes, c'est-à-dire la présence de quelques symptômes maniaques associés. L'épisode dépressif avec caractéristiques mélancoliques, c'est la forme sévère, c'est une forme sévère, très ralentie et anédonique. Les réveils sont précoces, il y a amélioration vespérale de l'humeur, qualité particulière de l'humeur, avec un profond désespoir ou humeur vide, perte de poids et culpabilité intense. L'état dépressif avec caractéristiques atypiques, où il y a une certaine sensibilité exacerbée au rejet, créant des problèmes relationnels, réactivité durable de l'humeur aux circonstances et événements positifs, il y a une lourdeur des 4 membres, l'hyperphagie, l'hypersomnie. L'épisode dépressif avec caractéristiques psychotiques.
en distinguant délire et hallucination congruente, culpabilité, maladie, annihilation, punition ou non à l'humeur. C'est-à-dire en distinguant la symptomatologie psychotique, est-ce qu'elle est congruente ou non à l'humeur. L'épisode dépressif avec catatonie, c'est une forme très rare, associant stupeur, mutisme, catalepsie, flexibilité séreuse, négativisme et des spécifications temporelles et circonstancielles. Diapo numéro 16. Il y a des spécifications temporelles ou circonstancielles. Il y a l'épisode dépressif du péripartum, l'épisode dépressif saisonnier. Pour ce qui est de l'épisode dépressif du péripartum, début d'épisode jusqu'à un mois après l'accouchement, 5% des accouchements avec un début durant la grossesse dans la moitié des cas. On doit rechercher systématiquement un épisode dépressif chez toute jeune mère durant le suivi de grossesse et au premier examen de santé du nourrisson. Anxiété sévère plus souvent, symptômes psychotiques parfois avec délire sur l'enfant. Dans les formes sévères, il y a un risque d'infanticide, voire de suicide. Il y a un risque de récidive prochain accouchement, bien sûr. L'épisode dépressif saisonnier, début rémission des épisodes de même période de l'année. Typiquement début automno-hivernal, rémission printanière. 2 ans de suite en moins. Symptomatologie particulière avec fatigue intense, hypersomnie, hyperphagie, prise de poids. Appétence marquée au sucre, spécificité thérapeutique avec réponse à une photothérapie intense matinale. Diapo numéro 17. Le trouble dépressif persistant ou dysthymie. Ce trouble réunit les troubles définis comme troubles dépressifs majeurs, chroniques et comme troubles dysthymiques, c'est-à-dire les formes atténuées. Il s'agit d'un trouble chronique d'une durée minimale de 2 ans, avec une humeur dépressive pratiquement toute l'année, plus d'un jour sur 2 sans intervalle libre supérieur à 2 mois. On observe en général une asthénie chronique, un sentiment de perte d'espoir, parfois de troubles de sommeil et d'appétit. L'intensité symptomatique est insuffisante pour atteindre le niveau d'un épisode dépressif caractérisé majeur, mais 25% des patients, au-delà des 2 premières années, souffrent également de tels épisodes surajoutés. On utilise dans ce cas le terme de double dépression. Le terme de double dépression qui signifie une dysthymie plus un épisode dépressif caractérisé. Diapo numéro 18. Dans la dernière version d'ISM-5, le trouble dépressif comporte aussi d'autres variantes. Le trouble disruptif avec dysrégulation émotionnelle et le trouble dysphorique prémenstruel, le trouble dépressif induit par une substance ou un médicament et le trouble dépressif dû à une autre affection médicale. La caractéristique commune de tous ces troubles est la présence d'une humeur triste, vide ou irritable, accompagnée de modifications somatiques et cognitives qui perturbent significativement les capacités de fonctionnement de l'individu. Ces troubles se différencient entre eux par leur durée, leur chronologie et leur étiologie présumée. Pour le trouble dysphorique prémenstruel, chronologiquement, les troubles apparaissent lors de la première semaine de la phase lutéale, s'amendent progressivement dans les premiers jours de la phase folliculaire et disparaissent la première semaine qui suit les règles. Il est caractérisé surtout par une dysphorie, c'est-à-dire une modification de l'humeur à tonalité désagréable qui peut être aussi bien la tristesse, l'anxiété, l'irritabilité, la labilité émotionnelle ou les accès colères, associés à un nombre suffisant de manifestations telles que troubles de sommeil, troubles d'appétit, perte d'énergie, etc. Concernant le trouble disruptif avec dysrégulation émotionnelle, la caractéristique essentielle du trouble disruptif avec dysrégulation émotionnelle est une irritabilité chronique, sévère et persistante.
La seconde manifestation est l'irritabilité sévère. L'irritabilité sévère consiste en une humeur irritable de façon persistante ou colérique, qui est présente de manière chronique entre les crises de colère sévère. Cette humeur irritable ou colérique doit être caractéristique de l'enfant. C'est un trouble qui touche l'enfant essentiellement. Présente quasiment toute la journée, presque tous les jours et observable par les autres dans l'environnement de l'enfant. Diapo numéro 19. Grand 6, diagnostic différentiel. Devant toute symptomatologie dépressive, il est important de faire un examen clinique minutieux et un bilan biologique afin de s'assurer que la symptomatologie n'est pas aggravée, expliquée par une autre pathologie. Cette approche diagnostique différentielle n'est pas toujours simple. Il est parfois compliqué de distinguer ce que relève d'une maladie dépressive concomitante de ce qui serait une expression dépressive de la maladie physique. De nombreuses affections organiques peuvent s'accompagner d'une symptomatologie dépressive occupant le devant du tableau clinique. Le carcinome pancréatique, par exemple, l'hyperthyroïdie. Les différentes maladies ou situations qui peuvent s'accompagner d'un tableau dépressif sont les pathologies endocriniennes, les pathologies métaboliques, l'hystéroïdie, diabète, anémie sévère, carence vitaminique, B12, B9. Il y a les maladies infectieuses, tuberculose, le VIH, virus de l'immunodéficience humaine, les maladies neurologiques, d'exemple la maladie d'Alzheimer, les AVC, les accidents vasculaires cérébraux, un accident vasculaire cérébral, l'épilepsie, il y a aussi les néoplasies, cancer du pancréas, les maladies psychiatriques. En ce qui concerne les maladies psychiatriques, il y a les troubles bipolaires, les troubles liés à l'usage de substances, les syndromes déficitaires de la schizophrénie, il y a les troubles anxieux, les troubles d'adaptation. Ainsi, on peut dire concernant sur le plan symptomatologique, une tristesse normale n'est pas en soi une maladie. Tristesse isolée n'est pas de la dépression. En effet, elle apparaît comme réaction à un événement ou à une situation déplaisante, menaçante ou frustrante. De plus, on note l'absence des autres signes du syndrome dépressif. Diapo numéro 20. Grand 7, comorbidité et complications. La dépression est un trouble remarquable par son haut degré de comorbidité qui explique en partie les difficultés rencontrées dans le diagnostic et la prise en charge. La forte mortalité qui est associée est également un des autres aspects saillants de cette pathologie. En effet, les études avancent un risque de décès multiplié par 1,5 à 2 chez les sujets déprimés. Si le suicide représente la principale cause de mortalité, les autres causes sont indirectement liées aux pathologies comorbides. On commence par citer les comorbidités psychiatriques. Il y a surtout les dépressions et troubles anxieux. Il y a surtout aussi les dépressions et troubles liés à l'usage de substances. Il y a les dépressions et les personnalités pathologiques. Concernant les comorbidités somatiques, il y a les comorbidités cardiovasculaires et métaboliques. Dépression et maladie cardiovasculaire. L'association entre pathologie coronarienne et dépression a été démontrée par plusieurs auteurs. Les dépressions et les maladies métaboliques, aussi l'existence d'une relation entre dépression et l'apparition d'un diabète semble être une donnée bien établie. Pour ce qui est des complications, il y a les conduites suicidaires. Diapo numéro 21. Conduite suicidaire comme complication. Face à un sujet déprimé, l'évaluation du risque suicidaire est indispensable, car les troubles d'humeur représentent le facteur de risque le plus important de passage à l'acte suicidaire après l'antécédent personnel de conduite suicidaire. Les personnes souffrant de dépression présentent un risque multiplié par 20
de suicide par rapport à la population en général. Diapo numéro 22. Grand 8, évolution. Plusieurs modèles évolutifs peuvent être observés. Dépression non traitée. Le destin de dépression est de guérir. Le risque suicidaire est une éventualité à redouter en l'absence de traitement. La durée moyenne varie de 4 à 12 mois, avec bien sûr le risque de chronicité. Dépression traitée. 3/4 des dépressions guérissent sous traitement. Pour ce qui est de la récurrence, le risque de rechute est toutefois important, puisque 50% des déprimés qui ont fait premier épisode dépressif récidiveront un jour. Il y a un risque de chronicité. 15% des dépressions deviennent chroniques, le plus souvent après de longues années d'évolution. Il y a aussi l'hypothèse ou la possibilité de conversion vers un trouble bipolaire. Un point crucial concernant l'évolution de ces dépressions consiste à déterminer s'il s'agit d'un épisode unique ou d'un épisode s'intégrant dans un trouble bipolaire, nécessitant la prescription d'un régulateur de l'humeur comme traitement préventif. Dans la pratique clinique, il est essentiel d'évoquer un trouble bipolaire devant tout épisode dépressif. Cette précaution doit être d'autant plus systématique que plus de la moitié des patients souffrant d'un trouble bipolaire a présenté un épisode dépressif inaugural. Diapo numéro 23. Grand 9, la prise en charge. Le but de la prise en charge est de réduire au maximum la durée de l'accès et de la souffrance qu'il induit. Une souffrance individuelle, mais également familiale et sociale. D'éviter les gestes suicidaires. Les médecins ont recours souvent à l'hospitalisation dans diverses situations. L'hospitalisation devient impérative devant tout épisode dépressif caractérisé sévère et devant tous les états dépressifs comportant un risque suicidaire. L'âge avancé, le mauvais état général, l'importance de l'anxiété, l'isolement social et l'existence de situations conflictuelles, familiales, sociales également, sont également des indications à l'hospitalisation. Diapo numéro 24. L'abord thérapeutique comporte 2 volets, traitement médicamenteux et les psychothérapies. Traitement médicamenteux, la place centrale des antidépresseurs. Les antidépresseurs, ce sont des psychotropes psychoanalytiques pouvant améliorer, relever l'humeur dépressive. On distingue les tricycliques classiques, les inhibiteurs de la monoamine oxydase et les antidépresseurs appelés les inhibiteurs de la recapture de la sérotonine, qui occupent actuellement une place centrale dans le choix des médicaments, les antidépresseurs. Le choix du traitement dépend de l'âge du malade, de la forme clinique, de la dépression, de l'état somatique du sujet. Le traitement est donné sur une durée de 6 mois minimum après l'amélioration des signes cliniques. La surveillance se fait sur le plan somatique, surveillant les effets secondaires, sur le plan psychique, car il y a un risque d'inversion de l'humeur. Diapo numéro 25, 1. Les antidépresseurs tricycliques. Les principaux sont la clomipramine, l'anafranil, la mitriptyline, le laroxyl, qui est un sédatif. Ces médicaments, les antidépresseurs tricycliques, sont absolument contre-indiqués en cas de glaucome chronique à angle fermé, en cas d'adénome de la prostate, en cas de troubles cardiaques, troubles du rythme, troubles de la conduction, en cas d'insuffisance cardiaque. Diapo numéro 26. 2. Les inhibiteurs spécifiques de la recapture de la sérotonine sont actuellement largement prescrits, notamment en première intention. Sont globalement mieux tolérés que les tricycliques
On cite par exemple la fluoxétine Prozac, fluvoxamine floxifral, la paroxétine le Deroxa, la sertraline qui est le Zoloft. N'ont pas de contre-indication absolue, sinon la grossesse, qui est une contre-indication plus ou moins à étudier. Association à certains anticoagulants et inhibiteurs d'ammonoamine oxydase. Ils n'ont pas d'effet indésirable anticholinergique ou cardiovasculaire, mais peuvent entraîner des nausées, des vomissements, des insomnies, des céphalées. Diapo 27. 3. Psychothérapie. La psychothérapie garde une place fondamentale avant toute thérapie. Il faut informer, expliquer la maladie à la famille afin de diminuer leur angoisse en les rassurant, les inclure dans la prise en charge. Psychothérapie de soutien. C'est de loin la technique la plus utilisée. Son intérêt est d'amener le patient déprimé à exprimer sa douleur et expliciter ses contraintes, de l'aider à les surmonter afin d'améliorer la symptomatologie dépressive. Le thérapeute doit être disponible et attentif au patient, avoir des attitudes de réassurance dans les moments de crise afin d'améliorer le caractère dramatique. Les entretiens réguliers sont nécessaires pour aider le patient à verbaliser ses contraintes et ses difficultés. Diapo numéro 28. Psychothérapie cognitivo-comportementale. L'approche comportementale utilise des techniques d'activité programmée et d'apprentissage de la résolution de problèmes. Les thérapies cognitives visent à réduire les croyances irrationnelles et les pensées négatives à l'égard de soi-même et de son environnement et du futur. Diapo numéro 29. En conclusion, on peut dire que les troubles dépressifs, par leur fréquence et le risque suicidaire auquel ils exposent et représentent une des entités nosographiques les plus importantes de la psychiatrie. La diversité de leurs modes d'expression sémiologique selon le contexte psychopathologique, les caractéristiques socio-démographiques, l'association à d'autres pathologies rend leur identification diagnostique parfois complexe. Au-delà de la souffrance qu'ils entraînent pour le sujet, ils ont un retentissement sur ses proches et un coût non négligeable.